Lors d'une réunion de famille, tout le monde passait un excellent moment quand mon nouveau-né a commencé à pleurer dans l'autre pièce. Ma sœur a dit qu'elle irait le voir et le nourrir. Quand je suis allée vérifier plus tard, je l'ai trouvé en train de devenir bleu et j'ai commencé à paniquer. C'est alors que ma sœur s'est mise à rire et a dit « J'ai empoisonné son lait en poudre. » C'était juste une blague inoffensive. Maman a ajouté « Il y a des gens qui ne savent plus accepter une simple farce. » Papa était d'accord. Les bébés sont bien plus résistants que tu ne le penses. Ce que j'ignorais, c'est que les caméras de sécurité avaient tout enregistré. Puis mon mari, un général 4 étoiles, a passé un appel. En quelques minutes, la police militaire était à la porte avec des agents fédéraux. Maintenant, elle ne rit plus. Je m'appelle Nathalie et je suis une femme de militaire de 28 ans. Mon mari, Russell, est un général 4 étoiles dans l'armée de terre. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans alors que je travaillais comme contractuel civil sur la base. Nous sommes mariés depuis 5 ans, et notre fils Garrett est né 6 mois avant cet incident, ce qui fait qu'il avait 3 mois à l'époque. Maintenant, je dois vous donner quelques informations sur ma famille car, honnêtement, ils ont toujours été un cas à part. Ma sœur Tiffany a 2 ans de plus que moi et a toujours été jalouse de tout ce que j'ai accompli. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, elle s'est plainte que nos parents m'aidaient plus qu'elle. Quand j'ai rencontré Russell, elle m'a accusé de ne l'épouser que pour son grade et ses avantages. Quand nous avons acheté notre maison sur la base, elle a fait des remarques désobligeantes sur le fait que certaines personnes obtiennent tout sans effort. Mes parents, Linda et Robert Thompson, ont toujours cautionné le comportement de Tiffany. Elle était l'enfant chéri en grandissant, incapable de mal faire, tandis que j'étais constamment critiquée pour être trop ambitieuse ou pour me mettre en avant. Même à l'âge adulte, il prenait son parti dans chaque désaccord. Quand Tiffany s'est fait renvoyer de son 3e emploi en 2 ans pour ses retards constants, ils ont accusé son patron d'être déraisonnable. Quand elle a eu un accident de voiture en textant au volant, ils ont dit que l'autre conducteur aurait dû être plus prudent. Ce schéma de comportement aurait dû être un signal d'alarme pour ce qui allait suivre, mais j'essayais encore de maintenir une relation avec ma famille. Russell m'avait prévenu à plusieurs reprises qu'ils étaient toxiques, mais je gardais l'espoir qu'ils changeraient, surtout après la naissance de Garrett. Je pensais que devenir grand-mère et tante les aiderait à mûrir. L'incident s'est produit lors de notre réunion de famille annuelle du 4 juillet. Nous organisions les festivités à tour de rôle, et cette année, c'était mon tour. J'étais en fait excitée car ce serait la première fois que ma famille élargie rencontrerait Garrett. C'était un bébé tellement parfait. Il pleurait rarement, dormait bien, et commençait tout juste à sourire aux gens. J'étais fière de le présenter. La fête se passait très bien. Nous avions environ 20 personnes. Mes parents, Tiffany et son petit ami Derek, mes tantes et oncles, quelques cousins, et quelques collègues de Russell avec leur famille. Russell était au barbecue, préparant ses fameuses côtes levées, pendant que je jouais l'hôtesse, m'assurant que tout le monde avait des boissons et des apéritifs. Garrett dormait paisiblement dans sa chambre à l'étage depuis environ 1 heure quand il a commencé à pleurer vers 15 heures. Ce n'était pas son cri de faim habituel. C'était plutôt un son de grogne, de fatigue. J'étais en train d'aider ma tante Carole avec une salade de pommes de terre quand les pleurs ont commencé. Je vais aller le voir, s'est portée volontaire Tiffany en posant sa bière. Il a probablement juste faim. J'ai hésité un instant. Tiffany n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les bébés, et elle buvait depuis son arrivée à 10 heures du matin, soit plus de 5 heures de consommation régulière d'alcool. Mais elle se dirigeait déjà vers les escaliers et je ne voulais pas faire de scène devant tout le monde. Il y a un biberon près dans le frigo, lui ai-je crié. Chauffe-le juste dans le chauffe-biberon à côté du micro-ondes. Compris. Compris, a-t-elle répondu sans se retourner. J'ai continué à discuter avec nos invités, mais quelque chose n'allait pas. Appelez ça l'instinct maternel, mais j'avais ce sentiment lancinant que je devrais aller voir Garrett moi-même. Après environ 20 minutes, comme je n'entendais plus de pleurs et que je ne voyais pas Tiffany redescendre, j'ai décidé d'aller voir comment ça se passait. Je suis montée discrètement, ne voulant pas réveiller Garrett si Tiffany avait réussi à le rendormir. Mais en approchant de la chambre, j'ai entendu Tiffany parler d'une étrange voix chantonnante.
C'est ça, petit gars, disait-elle. Bois tout. Ta tante Tiffany l'a rendu extra spécial pour toi. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. J'ai poussé la porte de la chambre et j'ai vu Tiffany tenant Gareth, qui buvait son biberon. Mais quelque chose n'allait pas. Son petit visage était pâle et ses lèvres avaient une teinte bleutée. Tiffany, qu'est-ce qu'il a, ai-je demandé, me précipitant et lui prenant Gareth des bras. C'est là que je l'ai remarqué. La respiration de Gareth était courte et rapide. Son petit corps semblait mou dans mes bras, et ses lèvres bleues devenaient de plus en plus sombres. Une panique totale m'a envahi en réalisant que mon bébé était en grave détresse. Mon Dieu, quelque chose ne va pas, ai-je hurlé en serrant Gareth contre ma poitrine. Russell. Russell. Au lieu de montrer de l'inquiétude ou de m'aider, Tiffany s'est mise à rire. Pas un rire nerveux ou un gloussement confus. Un rire franc et profond, un rire du ventre, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Détends-toi, Nathalie, a-t-elle dit, gloussant encore. C'est juste une farce inoffensive. J'ai ajouté un petit quelque chose à son lait pour t'apprendre à ne pas être si coincé tout le temps. Mon monde s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai empoisonné son lait en poudre, a-t-elle répété nonchalamment, comme si elle parlait de la météo. Mais ne t'inquiète pas, c'était juste une blague. Je n'en ai pas mis assez pour vraiment le blesser. Je ne pouvais plus respirer. Ma sœur, ma propre sœur, venait d'admettre avoir empoisonné mon nouveau-né pour une farce. Gareth devenait de plus en plus bleu dans mes bras, sa respiration de plus en plus difficile, et elle était là, à en rire. Russell, ai-je crié à nouveau, plus fort cette fois. J'ai entendu des pas lourds dans les escaliers, et en quelques secondes, Russell a fait irruption dans la pièce, suivi de mes parents et de plusieurs autres invités. Il a jeté un coup d'œil à Gareth et est immédiatement passé en mode urgence. Appelez le 911 maintenant, a-t-il ordonné, me prenant Gareth des bras et vérifiant son pouls. Nathalie, que s'est-il passé? À travers mes larmes et ma panique, j'ai réussi à expliquer ce que Tiffany m'avait dit. La pièce a sombré dans le chaos. Certains étaient au téléphone pour appeler les secours. D'autres demandaient à savoir ce que Tiffany avait utilisé pour empoisonner le lait. Mais au lieu de montrer du remords ou de l'inquiétude, ma mère, Linda, s'est avancée et a mis son bras autour de Tiffany. Oh, allez, Nathalie, a dit maman d'un ton dédaigneux. Il y a des gens qui ne savent plus accepter une simple farce. Tiffany ne ferait jamais vraiment de mal à Gareth. Tu es beaucoup trop dramatique. J'ai regardé ma mère avec une incrédulité totale. Mon bébé était littéralement en train de devenir bleu dans les bras de mon mari, et elle qualifiait ça de simple farce. Puis mon père, Robert, est intervenu, hochant la tête en accord avec maman. Les bébés sont bien plus résistants que tu ne le penses, Nathalie. Les jeunes mères surréagissent toujours à tout. Tiffany essayait probablement juste de l'aider à dormir ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que toute ma famille n'était pas seulement toxique. Ils étaient dangereux. Ils défendaient activement quelqu'un qui venait d'admettre avoir empoisonné un nourrisson. Russell a dû voir l'expression de rage et d'incrédulité pure sur mon visage, car il m'a doucement rendu Gareth et a sorti son téléphone. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucun de nous n'attendait, et quelque chose que je n'ai même appris que plus tard. Vous voyez, notre maison n'est pas une maison ordinaire. Elle est située sur une base militaire, et en tant que résidence d'un général 4 étoiles, elle est équipée d'un système de sécurité complet. Cela inclut des caméras dans toutes les zones communes et, surtout, des dispositifs d'enregistrement audio dans toute la maison à des fins de sécurité. Chaque mot de l'aveu de Tiffany et de la défense de mes parents avait été enregistré avec une qualité numérique d'une clarté cristalline. Russell a passé un appel téléphonique qui a duré exactement 37 secondes. J'ai appris plus tard qu'il avait appelé le commandant de la police militaire de la base et n'avait dit que ceci, ici le général Russell Patterson. J'ai un crime fédéral en cours à ma résidence impliquant la tentative d'empoisonnement d'un dépendant militaire. J'ai besoin d'unités de la police militaire et d'agents fédéraux ici immédiatement. La suspecte a avoué sur des enregistrements de sécurité. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que parce que nous vivons sur une installation militaire fédérale,
tout crime commis ici relevait de la juridiction fédérale. Et parce que Gareth est l'enfant d'un officier militaire de haut rang, lui faire du mal pouvait potentiellement être considéré comme un acte de terrorisme ou une menace à la sécurité nationale, selon les circonstances et l'intention. Pendant que nous attendions l'ambulance, Tiffany continuait à agir comme si toute la situation était drôle. Elle insistait sur le fait que ce n'était qu'une farce et que je surréagissais. Mes parents continuaient de la soutenir, papa suggérant même que j'avais peut-être fait quelque chose pour rendre Gareth malade et que j'essayais de blâmer Tiffany. L'ambulance est arrivée la première. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur et ont immédiatement commencé à s'occuper de Gareth. Ils ont confirmé qu'il avait été empoisonné et qu'il avait besoin de soins médicaux immédiats. Alors qu'ils se préparaient à le transporter à l'hôpital, j'ai entendu des véhicules s'arrêter dehors. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que notre maison, étant la résidence d'un officier de haut rang sur la base, disposait de systèmes de sécurité renforcés, y compris des équipements d'enregistrement discrets dans les zones communes, une mesure de sécurité standard pour les quartiers des généraux en raison de la nature sensible de leur travail. Par la fenêtre, j'ai vu quelque chose qui a fait blêmir le visage de Tiffany. 3 SUV noirs et 2 véhicules de la police militaire venaient de se garer dans notre allée. Des hommes et des femmes en costume et en uniforme militaire sortaient et se dirigeaient d'un pas décidé vers notre porte d'entrée. « C'est quoi ce bordel ?» a demandé Tiffany, son attitude arrogante commençant enfin à se fissurer. Avant que quiconque puisse répondre, on a frappé fort et avec autorité à la porte. Russell a ouvert et 4 agents fédéraux et 2 officiers de la sécurité de la base sont entrés, avec la police militaire assurant le périmètre. Je suis l'agent Mahler, du FBI, a annoncé une femme au regard sévère dans un costume sombre. Nous sommes ici concernant un cas signalé de tentative de meurtre d'un dépendant militaire sur une propriété fédérale. Le visage de Tiffany est passé du blanc au vert. Tentative de meurtre ? C'était juste une farce. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur un nourrisson de 3 mois, mise en danger du bien-être d'un enfant, et agression sur une propriété fédérale, a poursuivi l'agent Mahler alors qu'un des officiers de la sécurité de la base s'avançait avec des menottes. Des accusations de terrorisme, a glapi ma mère. C'est ridicule. Ce n'est pas une terroriste. L'agent Mahler a regardé ma mère avec ce genre de professionnalisme froid que seuls les agents fédéraux peuvent maîtriser. Madame, nous mènerons une enquête approfondie sur tous les aspects de cette affaire. Des accusations supplémentaires pourraient être portées en fonction de nos conclusions. Alors qu'il me notait Tiffany, elle a enfin semblé réaliser la gravité de ce qu'elle avait fait. Le rire avait disparu, remplacé par la panique et les larmes. Nathalie, s'il te plaît, a-t-elle supplié alors qu'il l'emmenait vers la porte. Dis-leur que c'était juste une blague. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais j'étais déjà dans l'ambulance avec Gareth, lui tenant sa petite main pendant que les ambulanciers travaillaient à le stabiliser. Russell a suivi dans sa voiture, laissant les agents s'occuper du reste de la famille. À l'hôpital, nous avons appris que Tiffany avait mélangé du sirop d'IPK, une substance utilisée pour provoquer des vomissements, dans le lait de Gareth. Chez les adultes, l'IPK peut être dangereux mais rarement mortel. Chez un bébé de 3 mois pesant seulement 6,3 kg, même une petite quantité pouvait provoquer une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques, des problèmes cardiaques et des complications potentiellement mortelles. Les médecins ont dû lui administrer immédiatement des fluides par intraveineuse pour contrer la déshydratation et surveiller attentivement son rythme cardiaque. L'IPK avait provoqué de violents vomissements et diarrhées, entraînant des déséquilibres électrolytiques dangereux qui pouvaient affecter son cœur et ses fonctions cérébrales. Pendant 8 heures, je suis restée assise à côté de son petit lit d'hôpital, surveillant les moniteurs et priant pour que mon bébé s'en sorte. Russell est resté avec moi tout le temps, passant des appels pour se coordonner avec les enquêteurs et informer sa chaîne de commandement de la situation. Heureusement, Gareth s'est complètement rétabli. Le médecin a dit que parce que je l'avais trouvé relativement vite après que Tiffany lui ait donné le lait empoisonné et parce qu'elle n'avait pas utilisé une quantité massive d'IPK, il n'y aurait pas d'effet à long terme. Mais cela aurait pu être bien pire si j'avais attendu 1 heure de plus pour aller le voir. Ou si elle avait utilisé plus de cette substance, mon bébé aurait pu mourir.
Pendant que nous étions à l'hôpital, l'enquête avançait rapidement. Les agents fédéraux avaient saisi nos enregistrements de sécurité et analysaient chaque seconde du temps passé par Tiffany dans la maison. Ils ont également fouillé son sac à main et ont trouvé la bouteille de sirop d'IPK qu'elle avait apportée, ainsi que des messages textes sur son téléphone qui prouvaient que ce n'était pas une farce spontanée. Elle l'avait planifié à l'avance. Les messages textes étaient particulièrement accablants. Elle avait envoyé des messages à Derek, son petit ami, plus tôt cette semaine, disant des choses comme « Je vais donner une leçon à ma sœur snob à la fête » et « Il est temps de remettre Nathalie à sa place ». Elle avait fait des recherches sur l'IPK en ligne et avait spécifiquement cherché les quantités sûres pour rendre les bébés malades sans les tuer. Face à ces preuves, l'histoire de Tiffany a complètement changé. Elle a prétendu qu'elle essayait juste de rendre Garrett grognon pour que je passe pour une mauvaise mère devant tout le monde. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le blesser sérieusement et qu'elle pensait que l'IPK le ferait juste régurgiter un peu. Mes parents, pendant ce temps, faisaient face à leurs propres problèmes juridiques. Parce qu'ils avaient activement défendu les actions de Tiffany et tenté de dissimuler le crime, ils ont été accusés en tant que complices après les faits. Les enregistrements de sécurité les montraient non seulement en train de ne pas aider Garrett, mais en décourageant activement les autres d'appeler les secours. Les procédures judiciaires ont avancé étonnamment vite, en partie parce que les preuves étaient si accablantes, et en partie parce que les procureurs fédéraux ne plaisantent pas lorsqu'il s'agit de crimes impliquant des familles de militaires. Tiffany a été accusée de tentative de meurtre au premier degré, de mise en danger d'enfants et d'agression sur une propriété fédérale. Les procureurs fédéraux avaient initialement envisagé des accusations supplémentaires liées au ciblage des familles de militaires, mais ont finalement décidé que les accusations existantes étaient suffisantes compte tenu des preuves accablantes. Mes parents ont été accusés de complicité après les faits et d'obstruction à la justice. Papa a également écopé d'une accusation supplémentaire pour fausse déclaration à des agents fédéraux lorsqu'il leur a initialement dit que j'inventais tout. L'attention des médias a été intense mais brève. Les chaînes d'information locales ont publié des articles sur une famille de militaires ciblés et un complot d'empoisonnement, et quelques médias nationaux ont repris l'histoire, mais la position de Russell a fait en sorte que de nombreux détails sont restés confidentiels pour des raisons de sécurité, ce qui a en fait joué en notre faveur. L'avocat de la défense de Tiffany a tout essayé. Ils ont prétendu qu'elle était mentalement malade, que c'était juste une farce qui avait mal tourné, qu'elle était ivre et ne pensait pas clairement. Ils ont même essayé de faire valoir que, comme Garrett s'était complètement rétabli, cela ne devrait pas être considéré comme une tentative de meurtre. Mais l'accusation la tenait. La préméditation prouvée par ses messages textes et ses recherches sur Internet rendait impossible de prétendre que ce n'était qu'une erreur. Les semaines précédant le procès ont été incroyablement stressantes. L'attention des médias, bien que brève, a été suffisamment intense pour que nous ayons affaire à des journalistes qui appelaient et se présentaient parfois à notre porte. Les collègues militaires de Russell étaient solidaires, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente. Avoir la famille d'un officier de haut rang impliqué dans une affaire criminelle aussi publique n'était idéal pour la carrière de personne. Pendant ce temps, j'ai appris des détails plus troublants sur la planification de Tiffany. L'équipe de criminalistique numérique du FBI avait examiné l'historique complet de son téléphone et de son ordinateur. Ils ont découvert qu'elle avait fait des recherches sur diverses façons de faire des farces au bébé pendant plus d'un mois avant l'incident. Elle avait tout regardé, des laxatifs aux somnifères en passant par les substances qui provoquent des vomissements. L'IPK n'était pas un choix aléatoire. C'était le résultat d'une planification minutieuse pour trouver quelque chose qui rendrait Garrett visiblement malade sans le tuer immédiatement. Encore plus glaçantes étaient les entrées de journal qu'ils ont trouvées dans son appartement. Tiffany écrivait sur son ressentiment envers moi depuis des mois, détaillant chaque affront perçu et chaque avantage qu'elle pensait que j'avais sur elle. Elle écrivait que mon mariage avec Russell était injuste et qu'avoir Garrett me rendait encore plus suffisante et supérieure. L'équipe de l'accusation était dirigée par la procureure adjointe des États-Unis Maria Jiménez, une procureure sans concession avec 15 ans d'expérience dans les crimes fédéraux impliquant des enfants. Elle nous a expliqué, à Russell et à moi, qu'il traitait cette affaire aussi sérieusement que toute tentative de terrorisme ou d'assassinat en raison des implications potentielles pour la préparation et la sécurité militaire.
Quand quelqu'un cible la famille d'un officier militaire de haut rang, nous a-t-elle dit lors d'une de nos réunions de préparation, nous devons déterminer s'il s'agit d'un incident isolé ou d'une menace plus large. Les actions de votre sœur ont créé un problème de sécurité que nous prenons très au sérieux, même si ses motivations étaient personnelles plutôt que politiques. Cette perspective ne m'était jamais venue à l'esprit. J'avais considéré les actions de Tiffany comme une attaque personnelle contre moi et Garrett. Mais les autorités fédérales devaient envisager des implications de sécurité plus larges. Elles ont enquêté pour savoir si Tiffany avait des liens avec des acteurs hostiles, si elle avait été influencée par quelqu'un, et si cela représentait une vulnérabilité dans la sécurité des familles de militaires. L'enquête sur ces possibilités n'a rien donné. Tiffany n'était qu'une personne jalouse et toxique agissant de son propre chef. Mais la rigueur de la réponse fédérale a envoyé un message clair que les crimes contre les familles de militaires seraient poursuivis avec la plus grande fermeté de la loi. Pendant ce temps, Derek, le petit ami de Tiffany, était devenu un témoin clé pour l'accusation. Après le choc initial, il avait pleinement coopéré avec les enquêteurs, fournissant des messages textes et témoignant du comportement de Tiffany avant l'incident. Il a révélé que Tiffany était de plus en plus obsédée par moi et ma famille, passant souvent des soirées entières à se plaindre de l'injustice de ma vie par rapport à la sienne. Elle faisait défiler les publications de Nathalie sur les réseaux sociaux et devenait de plus en plus en colère, a témoigné Derek lors d'une audience préliminaire. Elle faisait des commentaires comme « Petite Miss parfaite, elle se croit meilleure que tout le monde ». Quand Garrett est né, ça a empiré. Elle a dit que Nathalie serait probablement une mère terrible et que quelqu'un devait lui donner une leçon d'humilité. Derek a également révélé que Tiffany avait initialement prévu de faire quelque chose au baptême de Garrett, qui était prévu pour la semaine suivant la fête du 4 juillet. Elle était en colère de ne pas avoir été choisie comme marraine, cet honneur étant revenu à la sœur de Russell, Rebecca, qui vivait à l'autre bout du pays mais avait fait l'effort d'être impliquée dans la vie de Garrett. Tiffany avait vu cela comme un autre affront. L'accusation a utilisé toutes ses preuves pour dresser le portrait de quelqu'un qui ne faisait pas seulement une farce spontanée, mais qui avait planifié de nuire à Garrett pendant des semaines, voire des mois. Ils ont soutenu que les actions de Tiffany étaient préméditées, calculées et conçues pour causer un maximum de dommages psychologiques à moi et à Russell. Pendant la phase préliminaire, l'avocat de la défense de Tiffany a essayé plusieurs stratégies. D'abord, ils ont tenté de faire réduire les accusations fédérales à des crimes de niveau étatique, arguant qu'il s'agissait d'un différend familial plutôt que d'une affaire fédérale. Le juge a rejeté cet argument, statuant que les crimes commis sur une propriété militaire fédérale impliquant des dépendants militaires relevaient clairement de la juridiction fédérale. Ensuite, ils ont essayé de faire valoir que Tiffany était mentalement malade et non responsable de ses actes. Ils ont fait venir un psychiatre qui lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique et a affirmé que cela la rendait incapable de comprendre les conséquences de son comportement. Mais l'expert psychiatre de l'accusation a répliqué que les troubles de la personnalité n'empêchent pas quelqu'un de distinguer le bien du mal ou de former une intention criminelle. La défense a également tenté de minimiser le danger auquel Garrett avait été confronté, arguant que Tiffany avait fait des recherches sur les quantités sur d'IPK et n'avait jamais eu l'intention de causer de graves dommages. Cela s'est retourné contre eux de façon spectaculaire lorsque l'expert médical de l'accusation a témoigné qu'il n'y a pas de quantité sur d'IPK pour un nourrisson de 3 mois et que les recherches internet de Tiffany montraient qu'elle était consciente du potentiel de complications graves ou de décès. À l'approche de la date du procès, il y a eu plusieurs tentatives de négociation de plaidoyer. L'avocat de Tiffany a approché l'accusation pour un éventuel accord de plaidoyer qui l'amènerait à plaider coupable à des accusations moindres en échange d'une peine réduite. Mais compte tenu de la gravité de l'affaire et des accusations fédérales, l'accusation n'était disposée à envisager qu'un accord impliquant toujours une peine de prison importante. Tiffany a rejeté les offres de plaidoyer, croyant apparemment qu'elle pourrait convaincre un jury que ses actions n'étaient qu'une farce inoffensive qui avait mal tourné. Cela s'est avéré être une erreur de calcul massive qui lui coûterait cher. Le procès lui-même a duré 3 jours, mais ce furent 3 des jours les plus épuisants émotionnellement de ma vie. Devoir revivre tout l'incident en détail, regarder les enregistrements de sécurité diffusés au tribunal, écouter la lecture à voix haute des messages textes de Tiffany, c'était traumatisant d'une manière que je n'avais pas prévue. Le dossier de l'accusation était méthodique et dévastateur.
Ils ont commencé par mon témoignage, passant en revue les événements de cette journée et la découverte de l'état de Gareth. J'ai dû décrire comment j'ai trouvé mon bébé en train de devenir bleu, l'aveu et le rire de Tiffany, et la réaction dédaigneuse de mes parents. À plusieurs reprises pendant mon témoignage, j'ai fondu en larmes, et le juge a dû ordonner de brèves suspensions. Le témoignage de Russell était plus contrôlé, mais tout aussi puissant. Il a décrit son évaluation immédiate de l'état de Gareth, sa décision d'appeler les forces de l'ordre fédéral, et sa perspective en tant que père et officier militaire. Lorsque le procureur lui a demandé ce qu'il a ressenti en réalisant que quelqu'un avait délibérément empoisonné son fils, la voix de Russell s'est brisée pour la première fois que je l'entendais. En tant que père, j'ai ressenti une rage que je n'avais jamais connue auparavant, a-t-il dit. Mais en tant qu'officier militaire, j'ai reconnu que c'était une attaque contre ma famille qui pouvait potentiellement affecter ma capacité à servir mon pays. Je devais m'assurer que justice soit faite et que cette personne ne puisse plus jamais menacer les familles de militaires. Le témoignage médical a été particulièrement accablant. Le docteur Jennifer Walsh, la pédiatre urgentiste qui avait traité Gareth, a expliqué en détail à quel point l'IPK est dangereux pour les nourrissons. Elle a montré au jury des graphiques illustrant comment le poids et l'âge de Gareth rendaient même de petites quantités potentiellement mortelles et a décrit les symptômes spécifiques qu'il avait présentés qui indiquaient une toxicité sévère. En 15 ans de médecine d'urgence pédiatrique, a témoigné le docteur Walsh, je n'ai jamais vu un cas où quelqu'un a délibérément empoisonné un nourrisson. Les actions de l'accusé auraient facilement pu entraîner la mort de cet enfant ou des dommages neurologiques permanents. L'enregistrement de sécurité a été peut-être la preuve la plus puissante. Le jury a regardé Tiffany mélanger délibérément l'IPK dans le lait de Gareth tout en parlant de me donner une leçon. Ils ont vu son attitude désinvolte alors qu'elle donnait le lait empoisonné à mon bébé. Ils ont entendu son aveu et son rire lorsque j'ai découvert l'état de Gareth. Et ils ont été témoins de la réaction dédaigneuse de mes parents et de leur tentative de minimiser ce qui s'était passé. Lorsque les propres messages textes de Tiffany et son historique de recherche sur Internet ont été présentés, plusieurs jurés ont visiblement réagi avec dégoût. Les messages révélaient un niveau de préméditation et de malveillance qui rendait impossible de qualifier ces actions de farce spontanée. Ces recherches d'informations sur l'empoisonnement des nourrissons montraient qu'elles comprenaient les risques encourus. Le procès n'a duré que 3 jours. Les enregistrements de sécurité ont été diffusés au tribunal, montrant Tiffany mélangeant délibérément quelque chose dans le lait de Gareth tout en parlant de me donner une leçon. Ses propres messages textes ont été lus à voix haute, révélant son intention malveillante. Les médecins ont témoigné de la dangerosité de l'IPK pour les nourrissons et du fait que Gareth aurait facilement pu mourir si l'empoisonnement n'avait pas été découvert rapidement. Lorsque Tiffany a témoigné pour sa propre défense, elle a fondu en larmes et a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser Gareth. Mais lors du contre-interrogatoire, le procureur l'a amenée à admettre qu'elle avait fait des recherches sur les effets de l'IPK sur les nourrissons et qu'elle savait que cela pouvait être dangereux. Elle a également admis qu'elle avait apporté l'IPK spécifiquement pour l'utiliser sur Gareth et qu'elle avait planifié la farce pendant des jours à l'avance. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Tiffany a été reconnue coupable de toutes les accusations. Lors de la sentence, le juge a qualifié ses actions de l'un des crimes les plus insensibles et dangereux qu'il ait vu en 30 ans de carrière. Il l'a condamnée à 8 ans de prison fédérale avec une possibilité de libération conditionnelle après 5 ans, sous réserve de suivre des programmes de traitement psychologique. Mes parents ont reçu des peines plus légères. Maman a écopé de 18 mois de prison fédérale et papa de 2 ans, avec le temps supplémentaire pour l'accusation de fausses déclarations. Ils ont tous deux été interdits d'avoir tout contact avec Gareth ou moi pendant la durée de leur peine et pendant les 3 années suivantes. Les conséquences ont été à la fois dévastatrices et libératrices. Dévastatrices parce que j'avais perdu toute ma famille en un jour. Non seulement à cause de leurs problèmes juridiques, mais parce que j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment été ma famille. Une vraie famille n'empoisonne pas les bébés pour une farce pour ensuite le défendre. Mais c'était aussi libérateur parce que j'étais enfin libérée de leur influence toxique. Je n'avais plus à m'inquiéter de la jalousie et des tentatives de sabotage de Tiffany. Je n'avais plus à écouter mes parents critiquer constamment mes choix tout en défendant le comportement terrible de Tiffany.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, je pouvais me concentrer sur ma propre famille sans leur influence négative. Russell a été incroyable tout au long de cette épreuve. Il n'a jamais dit une seule fois « Je te l'avais bien dit à propos de ta famille toxique », même s'il m'avait prévenu pendant des années. Il s'est occupé de toutes les procédures judiciaires et de l'attention des médias pendant que je me concentrais sur les soins de Garrett et sur ma guérison du traumatisme. Il a également organisé des séances de conseil pour nous, en thérapie individuelle et familiale, pour nous aider à surmonter ce qui s'était passé. Les enregistrements de sécurité qui ont tout capturé sont ce qui nous a finalement sauvés. Sans cela, ça aurait été ma parole contre celle de Tiffany. Et compte tenu de la tendance de ma famille à serrer les rangs et à mentir les uns pour les autres, qui sait ce qui aurait pu se passer? Le fait que chaque mot ait été enregistré en audio et vidéo haute définition a rendu l'affaire impossible à nier ou à minimiser. Garrett a maintenant 9 mois et il est en pleine forme. Il atteint toutes ses étapes de développement et ne montre aucun effet de l'empoisonnement. C'est un bébé heureux et en bonne santé qui adore rire et jouer. Parfois, je le regarde et je pense à quel point j'ai failli le perdre, et cela me rend encore physiquement malade. Nous avons depuis déménagé sur une nouvelle base. Russell a reçu une promotion et une nouvelle affectation, ce qui nous a donné un nouveau départ loin de tous les rappels de ce qui s'est passé. Nous avons construit un nouveau réseau de soutien d'amis et de familles choisies qui se soucient réellement de nous et ne rêveraient jamais de faire du mal à Garrett. Je reçois toujours des nouvelles de la situation de Tiffany par l'intermédiaire du coordinateur des services aux victimes. Apparemment, elle ne s'adapte pas bien à la vie en prison. Elle a été sanctionnée à plusieurs reprises pour s'être battue avec d'autres détenus et pour avoir refusé de participer au programme de conseil obligatoire. Elle continue de maintenir que ce n'était qu'une farce et que tout le monde a surréagi. Elle sera éligible à la libération conditionnelle dans 2 ans, mais compte tenu de son manque de remords et de son mauvais comportement en prison, il est peu probable qu'elle soit libérée à sa première tentative. Mes parents, en revanche, semblent enfin comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Maman m'écrit des lettres, auxquelles je ne réponds pas, pour s'excuser et implorer mon pardon. Papa aurait apparemment dit à d'autres détenus qu'il a commis une terrible erreur en défendant Tiffany. Que cela représente un remords sincère ou juste une tentative d'obtenir un meilleur traitement, je ne sais pas, franchement, je m'en fiche. La famille élargie, tante, oncle, cousin, a été horrifiée en apprenant ce qui s'était réellement passé. Beaucoup d'entre eux avaient quitté la fête avant l'incident et n'avaient initialement entendu que la version de Tiffany. Lorsque la vérité a éclaté pendant le procès, la plupart d'entre eux m'ont contacté pour s'excuser et exprimer leur soutien. Certaines de ces relations ont pu être sauvées, d'autres non. Ma tante Carole, qui m'aidait avec la salade de pommes de terre quand Garrett a commencé à pleurer, était particulièrement dévastée. Elle se reprochait de ne pas avoir insisté pour monter avec Tiffany, même s'il n'y avait aucun moyen pour elle de savoir ce que Tiffany préparait. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas, n'arrêtait-elle pas de dire. Je savais que Tiffany avait bu et j'aurais dû l'accompagner. J'ai dû rassurer Carole à plusieurs reprises que les actions de Tiffany n'étaient pas de sa faute ni de celle de personne d'autre que Tiffany. Mais la culpabilité que ressentaient les membres de la famille élargie m'a montré comment le crime de Tiffany avait des répercussions bien au-delà de notre famille immédiate. Mon cousin Marc, qui avait effectué 2 missions en Afghanistan en tant que sergent de l'armée, était particulièrement en colère face à la situation. Il comprenait mieux que la plupart des civils à quel point l'armée prend au sérieux les menaces contre les familles d'officiers. Ce que Tiffany a fait n'était pas seulement criminel, m'a-t-il dit lors d'une de nos conversations téléphoniques. C'était une attaque contre la préparation et la sécurité militaire. Elle a de la chance de n'avoir eu que 15 ans. Dans certaines circonstances, cela aurait pu être traité comme une trahison. L'impact sur la carrière de Russell était quelque chose qui nous avait inquiétés, mais sa chaîne de commandement a été extrêmement solidaire. Le général Thompson, le supérieur immédiat de Russell, a clairement indiqué que l'armée considérait Russell et notre famille comme des victimes, et non comme des sources de problèmes de sécurité. Le général Patterson a géré cette situation exactement comme nous attendrions de tout officier qu'il gère une menace contre sa famille, a déclaré le général Thompson aux médias. Sa vivacité d'esprit et son action décisive ont empêché une tragédie et ont assuré que justice soit faite. Les collègues de Russell au Pentagone se sont également ralliés autour de nous.
Beaucoup d'entre eux avaient leur propre famille et ne pouvaient imaginer ce que nous avions traversé. Certains ont partagé leurs propres histoires de gestion de membres de famille toxiques et la difficulté d'équilibrer les relations familiales avec les préoccupations de sécurité. Le conseil que Russell avait organisé s'est avéré incroyablement utile, bien qu'il m'ait fallu des mois avant de sentir que je traitais tout correctement. La thérapeute, le docteur Patricia Barnes, était spécialisée dans la guérison des traumatismes pour les familles de militaires et comprenait les pressions uniques auxquelles nous étions confrontés. Ce que vous avez vécu n'était pas seulement une trahison familiale, a expliqué le docteur Barnes lors d'une de nos séances. C'était une tentative délibérée de nuire à votre enfant par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Cela crée un type de traumatisme spécifique qui affecte votre capacité à faire confiance à quiconque avec vos enfants. Elle avait raison. Pendant des mois après l'incident, je ne pouvais laisser Garrett avec personne d'autre que Russell. Même les amis de confiance et les babysitters me rendaient anxieuse. J'appelais plusieurs fois lors de courtes sorties pour m'assurer que Garrett allait bien. Le docteur Barnes m'a aidé à comprendre que cette hypervigilance était une réponse normale au traumatisme, mais qu'il était important de la surmonter pour qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur le développement de Garrett ou sur ma propre santé mentale. L'impact financier de la situation a également été significatif, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Les procédures judiciaires ont été principalement gérées par les procureurs fédéraux, donc nous n'avons pas eu de factures juridiques importantes. Mais il y a eu d'autres coûts, des mesures de sécurité supplémentaires pour notre maison, des séances de conseil privés, et finalement les coûts associés au transfert de Russell sur une nouvelle base. Nous avons également découvert que l'assurance habitation ne couvre généralement pas les actes intentionnels commis par des membres de la famille. Nous avons donc dû payer de notre poche certaines des dépenses médicales et l'équipement de sécurité supplémentaire que nous avons installé. C'était frustrant de réaliser que nous subissions des conséquences financières pour les actions criminelles de Tiffany. Mais Russell a souligné que les coûts étaient minimes par rapport à ce qui aurait pu arriver si Garrett était mort ou avait subi des dommages permanents. Les déclarations d'impact sur la victime que Russell et moi avons soumises avant la condamnation de Tiffany ont été parmi les documents les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire. Comment mettre des mots sur l'impact de quelqu'un qui essaie de tuer votre bébé? Comment décrire la façon dont cela change votre capacité à faire confiance à quiconque, même à des gens que vous connaissez depuis des années? Dans ma déclaration, j'ai écrit « Tiffany n'a pas seulement empoisonné mon fils, elle a empoisonné ma capacité à me sentir en sécurité dans ma propre famille. Elle m'a enlevé ma confiance envers les personnes qui étaient censées nous aimer et nous protéger. Chaque fois que je regarde Garrett, je me souviens à quel point j'ai failli le perdre à cause de sa jalousie et de sa cruauté. Le fait qu'elle ait planifié cette attaque pendant des semaines la rend encore plus dévastatrice. Ce n'était pas un moment de mauvais jugement. C'était une tentative calculée de nuire à un enfant innocent. La déclaration de Russell se concentrait davantage sur les implications plus larges. En tant qu'officier militaire, je fais face à des menaces d'ennemis étrangers et d'acteurs hostiles. Je n'aurais jamais imaginé que la plus grande menace pour ma famille viendrait de l'intérieur. Les actions de Tiffany n'ont pas seulement mis mon fils en danger. Elles m'ont forcé à remettre en question la sécurité de ma propre maison et de ma famille. Chaque famille de militaires mérite de savoir que ses enfants sont en sécurité face à des personnes qui les utiliseraient comme des armes dans des vengeances personnelles. L'audience de détermination de la peine était bondée, procureurs fédéraux, agents du FBI, responsables militaires, membres de la famille élargie, et même certains collègues de Russell venus en soutien. Le côté de la salle d'audience de Tiffany était presque vide, à l'exception de son avocat de la défense et d'un défenseur commis d'office. Lorsque le juge Harrison a annoncé la peine de 15 ans de Tiffany, elle a enfin semblé comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Elle s'est complètement effondrée, sanglotant et implorant la pitié. Mais sa démonstration émotionnelle semblait manipulatrice plutôt que sincère. Elle pleurait pour elle-même et sa situation, n'exprimant aucun remords sincère pour ce qu'elle avait fait subir à Garrett. La condamnation de mes parents a été tout aussi émouvante, mais d'une manière différente. Ils semblaient enfin avoir compris que leur complaisance et leur défense de Tiffany les avaient rendus complices d'un crime fédéral grave. Lorsque papa a été condamné à 4 ans, il m'a regardé directement et a articulé « Je suis désolé ». C'était la première fois que je voyais un remords sincère de la part de l'un de mes parents.
La peine de 3 ans de maman semblait la frapper le plus durement. Elle s'était toujours considérée comme la gardienne de la paix de la famille, quelqu'un qui voulait juste que tout le monde s'entende. Mais le juge a clairement indiqué qu'il y a une différence entre maintenir la paix et permettre un comportement criminel. Madame Thompson, a déclaré le juge Harrison lors de sa condamnation, vos actions après avoir découvert que votre fille avait empoisonné votre petit-fils n'étaient pas celles d'une gardienne de la paix. C'était celles de quelqu'un qui aidait activement à dissimuler un crime grave. Votre petit-fils aurait pu mourir pendant que vous disiez aux gens d'arrêter de surréagir. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que la famille ne se résume pas au lien du sang. Il s'agit de personnes qui vous aiment et vous soutiennent inconditionnellement. Tiffany, maman et papa ont prouvé qu'ils étaient prêts à faire passer leur propre dynamique tordue avant la vie d'un bébé innocent. Ce n'est pas une famille. C'est une secte toxique. J'ai aussi appris que parfois, le système judiciaire fonctionne réellement. La combinaison de la position de Russell, de la juridiction fédérale, des preuves accablantes et des procureurs qui ont pris l'affaire au sérieux a fait que Tiffany a dû faire face à de réelles conséquences pour ses actes. Dans une situation différente, peut-être si nous vivions hors de la base, ou s'il n'y avait pas eu de caméra de sécurité, ou si Russell n'était pas un officier de haut rang, elle s'en serait peut-être sortie en qualifiant cela de farce et en recevant une tape sur les doigts. Avec le recul, je vois tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés ou rationalisés. La jalousie constante de Tiffany et ses tentatives de saboter mes réussites, la complaisance de mes parents envers son comportement et leur incapacité constante à la tenir pour responsable, la façon dont ils trouvaient toujours des moyens de me blâmer pour les problèmes de Tiffany, le schéma de violation de limites croissantes qui aurait dû m'avertir qu'ils étaient capables de quelque chose comme ça. Mais je comprends aussi pourquoi j'ai ignoré ces signaux d'alarme. Quand on grandit dans une famille dysfonctionnelle, le dysfonctionnement semble normal. On développe des mécanismes d'adaptation et des angles morts qui rendent difficile de voir à quel point la situation est vraiment toxique. Il faut souvent quelque chose de catastrophique, comme quelqu'un qui essaie d'empoisonner votre bébé, pour enfin vous ouvrir les yeux. Pour quiconque lit ceci et reconnaît des schémas similaires dans sa propre famille, faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un vous montre constamment qu'il est par ses actions, croyez-le. Ne continuez pas à espérer qu'il changera ou à trouver des excuses à son comportement. Et surtout, protégez vos enfants des membres de la famille toxique, même si cela signifie couper complètement les ponts. Je n'ai aucun regret sur la façon dont cette situation a été gérée. Tiffany a fait le choix de nuire à un bébé innocent, et elle fait face aux conséquences de ce choix. Mes parents ont fait le choix de la défendre et de la cautionner, et ils font face à leurs conséquences également. Le fait qu'ils soient de la famille ne rend pas leurs actions moins criminelles ou dangereuses. Garrett grandira en sachant que ses parents le protégeront toujours, peu importe qui le menace ou d'où vient cette menace. Il saura que l'amour ne signifie pas tolérer les abus, et qu'une vraie famille se soutient et se protège mutuellement au lieu de se faire du mal. Quant à Tiffany, elle a encore 3 ans avant même d'être éligible à la libération conditionnelle pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle utilisera ce temps pour obtenir le traitement de santé mentale dont elle a clairement besoin et développer un remords sincère pour ses actions. Peut-être qu'elle continuera à jouer la victime et à blâmer tout le monde pour ses choix. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Aux dernières nouvelles, Derek a rompu avec elle peu après son arrestation, lorsqu'il a appris l'existence des messages textes montrant sa préméditation. Apparemment, même lui n'était pas prêt à soutenir quelqu'un qui empoisonnerait un bébé pour une farce. Elle a perdu son petit ami, sa liberté, ses relations familiales et toute chance d'une vie normale pour les prochaines années. Pendant ce temps, Russell, Garrett et moi construisons une belle vie ensemble, entourés de gens qui nous aiment et nous soutiennent vraiment. Nous prévoyons d'avoir d'autres enfants, et cette fois, nous savons exactement qui sera et ne sera pas le bienvenu dans leur vie. Parfois, les gens me demandent si je me sens mal pour ce qui est arrivé à ma famille. Après tout, ils sont en prison à cause des choix qu'ils ont faits chez moi, pendant ma fête. Mais je ne me sens pas du tout coupable. Ce n'est pas moi qui les ai mis en prison. Ce sont leurs propres actions qui l'ont fait. J'étais juste une mère protégeant son enfant, ce que tout bon parent ferait. Tiffany ne rit plus, et elle ne rira pas avant plusieurs années. Et honnêtement, je dors mieux la nuit en sachant que mon fils est à l'abri des gens qui pensent que c'est drôle d'empoisonner les bébés.
La chose la plus importante que je veux que les gens retiennent de cette histoire est que vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des personnes qui vous nuisent ou nuisent à vos enfants, quel que soit le lien de parenté. La famille devrait être une source d'amour et de soutien, pas de danger et de toxicité. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui refusent de vous traiter avec une décence humaine de base. Et si jamais quelqu'un menace ou nuit à votre enfant, n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources à votre disposition pour le protéger et obtenir justice. J'ai eu la chance que la position de Russell et notre système de sécurité ait rendu impossible pour Tiffany d'échapper aux conséquences. Mais même sans ces avantages, les parents ont le droit et la responsabilité de protéger leurs enfants par tous les moyens légaux nécessaires. Gareth fait une sieste paisible dans son berceau alors que je termine d'écrire ceci, complètement inconscient du drame qui a entouré ses premiers mois. Il est en sécurité, il est aimé, et il est entouré de personnes qui ne rêveraient jamais de lui faire du mal pour une blague. C'est ça, une vraie famille.